Je suis Romain Julliard, je suis professeur ici au Muséum national d'histoire naturelle. On se trouve au milieu du Jardin des Plantes, au cœur de Paris, dans le jardin écologique qui reconstitue des petits milieux qu'on peut trouver en Île-de-France. Alors ce sont des espaces qui reconstituent finalement ce qui est caractéristique de la campagne française et de l'environnement de la ville, c'est une longue interaction, une longue histoire entre l'homme et la nature qui ont modelé des paysages, qui ont modelé des habitats qui peuvent être le résultat de friches, de reconstitution, et puis aussi tout ce qui est lié à l'agriculture et aux usages qu'on peut faire de la nature. Ici derrière vous avez des plantes aromatiques et évidemment ce sont des plantes qui ont été un peu naturalisées pour le profit et notre usage, notre plaisir. La biodiversité en ville, ça va être la partie un peu vivante de ce qu'on va pouvoir trouver dans cet environnement qui est essentiellement minéral et à destination des humains, de nos sociétés. Et ça va être surtout du point de vue de l'écologie scientifique, cette nature sauvage qui va recoloniser, recoloniser, conquérir ces milieux, y vivre, former des nouveaux écosystèmes et interagir avec que l'homme laisse comme place. Alors évidemment des espèces ornementales plantées, les alignements d'arbres, les jardins publics, etc. Mais aussi tout ce qui peut nous échapper, nos déchets, les miettes qu'on laisse sur les trottoirs, et qui va être comme ça une ressource pour des espèces, de la flore, de la faune, qui vont coloniser ces nouveaux espaces. On dit que la nature a horreur du vide et la ville, c'est un grand espace vide à coloniser pour la nature. Alors ce qui est fascinant quand on regarde cette nature, c'est son dynamisme. On voit des espèces coloniser ces milieux très rapidement et parfois aussi disparaître. Il y a une certaine instabilité. Là, très récemment, par exemple, dans Paris, on a vu l'arrivée de l'épervier, donc un rapace qui était pratiquement absent de ces villes et qui en quelques années est devenu une espèce qui fréquente pratiquement tous les espaces verts, alors qu'il se fait au détriment d'autres oiseaux. Les populations de moineaux par exemple se sont retrouvées avec un prédateur et ont dû changer complètement leurs habitudes, sont beaucoup moins visibles depuis l'arrivée des éperviers. De la même manière, les corneilles sont omniprésentes actuellement dans ces grands centres-villes. Elles étaient absentes il y a 30 ans, c'est quelque chose qui est vraiment très dynamique, une grande colonisation. Là on entend de temps en temps des cris un peu rauques de la perruche à collier. Donc là c'est une espèce un peu particulière puisqu'elle est le résultat d'une introduction accidentelle et elle va coloniser ce nouvel écosystème qui est formé d'arbres d'ornement. Elle va exploiter, c'est une des rares espèces à manger des akènes, les fruits des platanes par exemple. Et donc utiliser finalement une nouvelle ressource qui n'existait pas dans les paysages, qui sont toute cette diversité d'arbres qui viennent du monde entier et dans lequel cette espèce va trouver des ressources. Ça reste une biodiversité très, on peut dire, peu diverse par rapport à celle qu'on va observer à la campagne. Et qui est un filtre. La ville exerce un filtre sur ces espèces. On va trouver des espèces plutôt généralistes dans leurs habitudes, qui sont capables d'une certaine flexibilité. Certaines espèces très spécialisées qui vont trouver là des ressources qu'elles n'ont pas ou peu à la campagne. Par exemple, on va trouver quelques espèces qui sont originaire plutôt de milieux rupestres, de falaises ou de montagnes. Le rouge-queue-noir par exemple est une espèce qui niche dans les falaises et qu'on va retrouver nicheur en pleine ville parce qu'il va retrouver ces éléments minéraux. Donc la ville va être un filtre qui fait que on trouve à peu près la moitié en termes de diversité, de richesse du nombre d'espèces qu'on peut trouver dans des surfaces équivalentes à la campagne, donc appauvries. Menacé par rapport à quoi? On ne peut pas vraiment dire que c'est menacé dans le sens où c'est nouveau et que ce ne sont pas des espèces qui étaient là jusqu'à maintenant. Après, ce qui est une menace pour la biodiversité, c'est plutôt l'urbanisation, le processus d'extension des villes qui va consommer des espaces naturels
et donc réduire d'autres espaces qui, eux, sont menacés. Et aussi provoquer une certaine fragmentation du paysage qui est un des handicaps de la nature ordinaire et remarquable, mais qu'on va plutôt trouver à la campagne. Donc le processus d'urbanisation est une menace. Après, l'urbanisation, elle résulte de finalement le fait que nos populations humaines augmentent, et donc il faut bien les loger. Et la réponse, le compromis, c'est essayer de densifier la ville, de telle sorte à ce qu'on occupe le moins d'espace possible. Et donc le pari, c'est aussi finalement en ville, comment va coexister nos populations humaines et cette biodiversité. Et là, ça pose aussi la question de à quoi peut servir cette biodiversité, cette nature, ou servir, c'est peut-être une vision très anthropocentrée, un mot, mais quel peut être l'intérêt d'avoir cette nature. Et là, de plus en plus d'études, notamment en santé humaine, en sciences cognitives, montrent à quel point cette nature vivante, sauvage, cette verdure, cette vie qui nous entoure, contribue à la qualité de vie qu'on perçoit, mais aussi à notre bien-être, voire à notre santé. Et il y a des études corrélatives qui sont très fortement dans ce sens-là, que le contact régulier avec une nature de proximité contribue à notre bonne santé psychique en particulier, mais également tout ce qui va être relations sociales qui vont être influencées aussi par nos relations à la nature. On sait que se promener 1 heure dans une ville très minérale, ça n'a pas du tout les mêmes effets sur notre bien-être, sur notre santé, la manière dont on reconstitue nos pensées, que de se promener 1 heure à la campagne, ou en tout cas dans la nature. Donc la présence de la nature en ville, c'est probablement quelque chose qui n'est pas qu'un luxe, ça fait partie, c'est probablement une nécessité pour supporter un peu certains coûts de vivre dans ces univers extrêmement minéraux par ailleurs. Peut-être une des entrées, c'est d'abord de nommer cette biodiversité, et que c'est pas des espaces verts, du verre, des platanes et de l'herbe, c'est aussi des tas d'espèces, et donc commencer par porter le regard sur cette diversité d'espèces. On ressent sur les trottoirs et les pieds d'arbres 150 espèces d'herbes et de plantes sauvages, au moins spontanées. Et découvrir cette diversité, c'est une expérience assez extraordinaire, qui est une diversité à nos pieds, à notre porte littéralement. C'est la même chose pour les escargots, pour un certain nombre d'insectes, où on peut très facilement, en classe, quel que soit le niveau, apprendre à nommer, à reconnaître et à faire exister cette diversité par la capacité à la reconnaître. La deuxième étape, ça va être de comprendre que ces espèces ne sont pas là par hasard, qu'elles y vivent. Et vivre pour une espèce, ça veut dire se reproduire, ça veut dire consommer, ça veut dire interagir avec d'autres espèces qui peuvent être des prédateurs ou des proies ou des compétiteurs. Et que toutes ces relations entre ces espèces, c'est aussi ça, et même surtout ça, ce qui fait la biodiversité. Et que derrière ces relations, on peut parler aussi de fonctions. Alors on parle souvent des fonctions qui sont un peu théoriques, comme la pollinisation ou la fertilité des sols. Une des fonctions qui peut être assez visible, assez intéressante à mettre en place, c'est tout ce qui va être par exemple évacuation, digestion, recyclage des déchets. Quand on abandonne un morceau de Big Mac sur le trottoir, eh bien c'est des fourmis, des limaces, des mille-pattes, des oiseaux éventuellement, quelques rats ou souris qui vont l'évacuer, le faire disparaître, tout aussi efficacement finalement que le balai du cantonnier. Et probablement que ça participe aussi à
toute cette nature nous rend des services à travers ces fonctions. Quand on s'intéresse comme ça à la nature dans la ville, on découvre toutes sortes d'espèces qui ont chacune une histoire à nous raconter. Si on sort le soir, par exemple, on va voir la fouine, qui est un carnivore de la taille du chat, très discret et pourtant omniprésent dans les villes, qui va se nourrir de souris, de rats, éventuellement de pigeons, et donc qui un peu le fantôme de la ville, l'espèce qu'on ne voit pas mais qui est là et qui cohabite avec nous. On va découvrir que la ville peut être colonisée par certains papillons, des papillons qui peuvent venir de très loin et qui sont des espèces migratrices qui peuvent faire une halte dans la ville et repartir ensuite vers d'autres contrées et trouver à travers nos plantes ornementales, nos fleurs, des ressources pendant leur migration. Chaque espèce comme ça a un peu une histoire à raconter qu'il faut aller trouver auprès de spécialistes ou dans des livres qui vont mettre tout ça dans des mots.